Et on retrouve tout de suite Bernard Veil avec ses invités dans son émission Parlons Patrimoine. Bon, et ben voilà. Désolé pour ces petits contretemps techniques, mais nous sommes un petit peu en décalé pour les raisons du Covid et des raisons de petites problématiques techniques. C'est pas grave, l'émission commence et nous avons maintenant repris la régie. Donc bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Je suis très très heureux de vous retrouver en cette nouvelle année pour notre première émission de 2021. Comme il est de tradition, nous vous souhaitons une très bonne année et revenons à la trilogie traditionnelle de santé, bonheur et prospérité, car à bien y réfléchir, comme dirait notre ami, what else? Avant de rentrer dans le vif de mon sujet, je voudrais vous rappeler que nous avons besoin des adresses postales pour vous adresser le livre de notre économiste Marc Toiti et qu'il nous en reste encore quelques-uns pour les retardataires. Marc nous en ayant donné quelques-uns de plus. Le passé, c'est le passé. Et je ne vais pas revenir sur l'année que nous laissons derrière nous. Elle fut bizarre, différente, inattendue et quelque peu détestable. Bref, n'en parlons plus. 2021 va être l'année de la libération. Rappelez-vous de ce que disait Goethe, je vous ordonne d'être optimiste. Anne Hidalgo, la maire de Paris, a dans un tweet reproché au président sa gestion catastrophique de la vaccination. En disant qu'avec une gestion de la sorte, le débarquement de juin 1944 aurait échoué. Elle a sans doute raison. Ce qu'elle a oublié de dire, c'est qu'avec sa gestion de la ville de Paris, Wehrmacht et Gestapo y seraient encore. Comme quoi, il y a des moments où il vaut mieux se taire au lieu de critiquer. En prononçant ces mots, Wehrmacht et Gestapo, je m'inquiète. Et je me dis que nous sommes face à la plus grande inquiétude que les gens de mon âge ou les plus jeunes n'ont jamais eu à affronter. Nos sociétés sont traversées par des courants si violents qu'elles pourraient exploser. L'image qu'a prise Anne Hidalgo en est un exemple. Elle nous renvoie à des heures noires. Elle aurait pu prendre 1000 autres images pour se moquer ou critiquer. Cette violence est maintenant partout. L'assaut du Capitole américain en est un bel exemple. Les manifestants sont une partie de cette classe moyenne qui n'en finit plus de se noyer avec, bien sûr, des beaux spécimens de l'extrême droite raciste, mais pas que. Le pire est que derrière cela, Biden fait comme s'il ne comprenait pas ce qui se passe et semble croire à une insurrection de quelques milliers de personnes. Eh bien non, c'est beaucoup plus que cela. Aux États-Unis comme en France, c'est une alternance entre républicains et démocrates qui gouverne avec un peu plus d'importance pour les deux chambres. L'appauvrissement des classes moyennes et la désespérance des minorités des classes sociales les plus petites sont le résultat de leur politique. J'entends aux deux camps, exactement comme chez nous. Et comme ici, les tentations des extrêmes grondent à droite comme à gauche. Sanders, Trump, le premier candidat malheureux aurait été tenu par son aile gauche, le second ex-président dans quelques jours n'a cessé de donner des gages à son aile droite ou à ses ailes extrêmes. La violence est maintenant à tous les niveaux. Twitter et Facebook se mettent de la partie en suspendant les comptes de Trump, comme si c'était à eux de décider qui a le droit de parler. Et encore, imaginons que ce soit à eux de le faire, à eux de faire la police, ou d'y contribuer. En fait, beaucoup se sont plaints qu'ils ne la faisaient pas assez. Qu'attendent-ils pour dégager les torrents de haine, de sexisme, de racisme, d'homophobie et autres appels au meurtre qui se nourrissent de l'omniprésence de leur toile? Cette violence nous ronge depuis toujours. Et les bêtes vont ressortir où en sont proches, très proches, trop proches. S'il n'y a pas rapidement un sursaut de démocratie, et comment saurions-nous qui a raison et qui il faut suivre? Je vais vous le dire. La démocratie doit être forte, bienveillante et protectrice de tous. Pas des faibles et des opprimés, de tous, de tout un chacun, sans aucune exception. C'est à cela qu'on reconnaît que c'est une démocratie. Et c'est pour cela que celle des Athéniens n'était qu'un brouillon. Comme Churchill, je vous dirais, la démocratie est le meilleur et le pire des régimes, mais je n'en connais pas de meilleur. Et le patrimoine dans tout cela. Les États et les banques centrales ont décidé que la crise serait gérée par des injections de liquidités massives et par un soutien à tous, ce qui équivaut à de la dérive budgétaire. Même le Brésil s'y est mis et vient de se rendre compte de la limite du système en reconnaissant qu'il ne pouvait plus aider. C'est sans doute ce qui nous attend, mais pas tout de suite. Nous empruntons dans notre propre monnaie et créons moins de masse monétaire que les États-Unis. En revanche, cela nous montre que toute technique a sa limite, et encore une fois, la limite est moins loin, moins haute pour les pauvres. En conséquence, les actifs vont continuer à monter. Bien sûr, pas sans distinction et pas de façon linéaire. Mais on est reparti pour un tour de hausse assez fort, surtout si la campagne de vaccination fonctionne. Et ça, on le saura très vite. Israël a annoncé qu'à la fin du mois, 60% de sa population aura été vaccinée, en sachant que l'on ne vaccine pas les moins de 16 ans
et ceux qui ont contracté le virus récemment et qui possèdent donc toujours des anticorps. Ce sera donc un test mondial, une sorte de phase 4, dont se serviront les labos et le reste du monde pour analyser, même si tous s'en défendent. Il n'est donc pas étonnant que, fidèle à son principe de précaution, la France traîne des cas de fer. Si seulement on pouvait demander à Pasteur et au petit Joseph Meister, premier vacciné contre la rage, ce qu'ils en pensent du principe de précaution. Pour revenir à cette hausse des actifs, le Bitcoin est une très belle illustration de ce que je vous disais. L'actif est petit, il intéresse beaucoup, et l'immense majorité des Bitcoins sont possédés par 3 ou 4 entités qui, si elles décident de ne pas inonder le marché, rendent la hausse certaine. Vous vous êtes tous rendu compte que les flux acheteurs sont revenus sur les actions. Ils reviennent aussi sur les SCPI. Et ces dernières vont en conséquence reprendre leur politique d'achat et venir redonner de la hausse à l'immobilier. L'inquiétude demeure sur les loyers, mais entre les aides et la fin de la pandémie, cela devrait s'arranger de ce côté-ci aussi. Je suis donc assez optimiste en ce début d'année. Et à la différence de Goethe, je ne vais pas vous l'ordonner, mais vous le suggérer en vous proposant de l'être, tout en restant vigilant. Ceux d'entre vous qui reçoivent mes conseils savent que je suis favorable aux actions value, aux bancaires et aux matières premières, qui ont fait un très fort retour en grâce du fait de la forte reprise chinoise. Je suis méfiant sur la technologie, particulièrement américaine, non pas que je ne pense pas que ce soit l'avenir, mais du fait que je trouve les valeurs trop chères. D'un autre côté, les traders américains aiment acheter cher pour vendre encore plus cher. Cela reste donc d'actualité pour les offensifs agiles. Là, je prends le copyright, je crois que je viens d'inventer cette catégorie. Rappelez-vous-en, les offensifs agiles. La bourse chinoise fera ce que le gouvernement lui dira. Dans l'empire du milieu, c'est ainsi. Et ce n'est pas le fondateur d'Alibaba, Jack Ma, qui nous contredira. Je suis toujours sous le charme et confiant dans les investissements en dette auprès des promoteurs immobiliers. Et là encore, ceux qui me suivent directement reçoivent les propositions. Nous avons, du fait de l'afflux des programmes, monté nos exigences et sélectionnons avec encore plus de prudence. Nous avons régulièrement des questions d'auditeurs sur l'opportunité d'un achat immobilier. C'est toujours le bon moment d'acheter votre résidence principale si vos conditions de vie s'y prêtent et si vos possibilités financières vous le permettent. Quant à l'investissement long terme à crédit, que voulez-vous qu'il vous arrive avec des taux si bas? Économiquement, je ne vois pas beaucoup de risques. En revanche, vu la capacité de certains États, vu la rapacité de certains États, il faut être très prudent sur le comment acheter. N'oubliez pas les impôts qui vous attendent au tournant. Sans parler des droits d'acquisition, vous aurez peut-être des impôts sur la fortune, sûrement des impôts sur le revenu. Si vous avez la chance de vivre en France, de la CSG et d'autres taxes sociales, des droits de succession, et j'en oublie probablement quelques-uns. Malgré cela, si on vous prête, n'ayez pas peur d'acheter, mais pas n'importe quoi et surtout pas n'importe où. Rappelez-vous la sacro-sainte règle immobilière, il y a 3 choses importantes en immobilier, l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Je ne vais pas vous parler de quelle valeur immobilière acheter. Nous avons la chance ce soir d'avoir avec nous 3 gérants de très haut niveau et je vais les laisser nous éclairer, chacun à leur tour. C'est donc avec plaisir que je passe la parole à David Calfon de Sanso IM. Bonsoir David. Bonsoir Bernard, bonsoir à tous et tous mes voeux pour cette nouvelle année qui commence effectivement sur des chapeaux de roue. Mais avant de parler de ce début d'année 2021, on va quand même faire le point sur 2020. Je sais que vous êtes beaucoup à vouloir l'oublier cette année 2020 et tout le monde se projette sur une année que l'on veut meilleure. Alors je vous rassure, je serai bref, mais faisons quand même l'exercice. En 2020, eh bien, sur les actions européennes, il ne s'est rien passé. C'est ce que pourront dire nos enfants lorsqu'ils regarderont les historiques de performance des indices actions en Europe. Sur 2020, l'indice Eurostoxx 50 affiche une performance de moins 0,6%. Rien. Le Nasdaq, lui, est en hausse de 50%. Une crise. Quelle crise? Je vous rassure, on n'est pas prêt d'oublier le krach du premier trimestre qui a réduit d'un tiers la capitalisation boursière des principaux marchés internationaux. Parmi les faits marquants, on retiendra le grand écart de performance entre le secteur des énergies fossiles et celui des énergies renouvelables. Si vous voulez mon avis, il ne s'agit pas que d'une mode et cela risque de se transformer en tendance de long terme. On se souviendra également de ces 2 tentatives quasi avortées de rebond du style value qui est si cher à Bernard et dont un grand spécialiste qui est si cher à Bernard et qui sous-performe les valeurs de croissance depuis quelque temps maintenant.
On se souviendra enfin, et c'est ce qui est très intéressant, du grand retour des petites valeurs, les fameuses small cap, dont un grand spécialiste nous parlera dans quelques instants. Après plusieurs années de sous-performance, on a vu ce segment reprendre des couleurs. Et là encore, si vous voulez mon avis, ce n'est probablement pas fini. Bon, alors, assez avec les souvenirs, on va regarder 2021. Comme je le disais en introduction, l'année a commencé très fort, hein. C'est déjà plus 2% aux États-Unis, plus 3% en Europe et au Japon, plus 5% quasiment sur les pays émergents. En termes de secteur, on a eu un rebond des pétrolières et des financières, rebond qui est à relativiser par rapport aux chutes spectaculaires enregistrées en 2020. Alors derrière ce début d'année en fanfare, on a plusieurs choses. On a d'une part toujours des montagnes de liquidités en quête désespérée de rendement. Je rappelle que plus de 2/3 des obligations d'entreprises de bonne qualité ont un rendement inférieur à 0,2%. Voilà, je n'en dis pas plus. Deuxième chose qui a motivé les marchés, bien entendu, ce sont les démocrates qui, aux États-Unis, vont avoir les mains libres, ce qui laisse entrevoir un plan de relance significatif. On parle déjà de 700 milliards de dollars, c'est-à-dire 3,3% du PIB américain. C'est tout simplement énorme. Et on parle bien entendu de vaccination encore et toujours qui avance. On en est maintenant à 25 millions de doses qui ont été administrées au niveau mondial. Et moi, ce qui retient mon attention, c'est qu'on parle très très peu d'effets secondaires, alors que sur 25 millions, bon, on pourrait se dire que s'il y avait des problèmes, on commencerait déjà à les voir. Si vous voulez mon humble avis, le marché intègre déjà beaucoup de bonnes nouvelles. On va se poser la question à l'inverse. Qu'est-ce qui pourrait nous surprendre positivement dans les prochaines semaines? Un rebond des bénéfices d'entreprise? Bon, on attend déjà plus 20% d'une année sur l'autre. Un rebond de l'activité économique? Bon, on attend déjà plus de 5% de croissance du PIB mondial. Des mesures de soutien? Je viens de vous parler du plan de relance aux États-Unis. Côté négatif, qu'est-ce qui peut arriver? Un retard ou des lenteurs dans la vaccination, une nouvelle mutation du virus qui nécessiterait de nouvelles contraintes de mobilité, une résurgence de tensions géopolitiques? Tout cela est possible. On verra bien. Pour ma part, un peu de prudence à court terme ne ferait pas de mal. 2021 ne sera pas une année en ligne droite. On vient de faire sur les 9 derniers mois un rebond qui est considérable. Et mettre des cartouches au sec au cas où me paraîtrait plutôt sage dans l'immédiat. Attention, je ne parle pas de tout vendre, juste de prendre quelques bénéfices, histoire de ne pas trop s'emballer et de garder les pieds sur terre. Petite anecdote avant de vous laisser, Bernard vient d'en parler. Ce week-end, 2 personnes non professionnelles de la finance m'ont demandé s'il fallait acheter des bitcoins. En termes d'indicateurs d'ambiance spéculative, il n'y a pas mieux. Sur ce, je laisse la parole à Bernard et à mes amis d'Hamilton Asset Management. Merci. Et avant de donner la parole à Hamilton Asset Management, j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour de table rapide entre nous sur ce Bitcoin. Allez, comme ça, David, c'est quoi pour vous le Bitcoin? C'est une spéculation, c'est comme la bulle de Tulip et on n'entendra plus parler. C'est une réinvention de l'or et c'est quelque chose d'extraordinaire auquel, sans vraiment trop comprendre, on assiste à la naissance et dans 50 ans et dans 100 ans, ce sera la référence. C'est quoi votre résonance là-dessus? Alors, pour moi, le Bitcoin, c'est le reflet de la version au risque, par excellence. 2, probablement sur le long terme, une nouvelle classe d'actifs, car ça offre une diversification, puisqu'il n'y a pas de corrélation prouvée avec les autres classes d'actifs. Donc, je sais que certains investisseurs institutionnels sont en train de considérer ce Bitcoin comme quelque chose finalement de décorrélant, de même qu'on achèterait un hedge fund comme un autre. Et voilà, donc en fait, je ne pense pas du tout que ce soit quelque chose qui disparaisse. En revanche, quand on voit la courbe de progression qui est quasi asymptotique, Bernard, vous et moi, on la connaît cette courbe. On sait comment ça finit. Voilà, donc je dirais, il y aura certainement des cracks. Il y en a eu, hein, n'oublions pas, il y a quelques années, le Bitcoin, par rapport à ses précédents plus hauts, avait déjà perdu 70% de sa valeur. Voilà, donc c'est quelque chose hautement spéculatif, hautement vitaminé, à prendre avec des pincettes. Mais en tous les cas, je crois que petit à petit, ça va prendre sa place dans les allocations d'actifs. Très bien. On va maintenant passer la parole à Harry Volandler de la société Hamilton Asset Management. Et je vais vous poser la même question, Harry.
Avant de parler de votre société et de ce que vous faites, quel est votre avis sur le Bitcoin? Alors, je partage l'avis de David, que je salue également. Je pense que c'est une nouvelle classe d'actifs. On a du mal à valoriser cet actif qui, pour certains, est un substitut à l'or. Mais je pense que dans une allocation d'actifs, on pourra bientôt plus faire abstraction de mettre également du Bitcoin dans son portefeuille. À court terme, je suis également d'accord. Après une hausse exponentielle du Bitcoin, il serait, à mon avis, bon pour vos auditeurs d'attendre avant de prendre le train en marche. Mais ça ne vous inquiète pas que ce soit basé sur rien? C'est-à-dire qu'une monnaie une monnaie, en règle générale, c'est basé sur quelque chose, sur une richesse, sur une rareté. Et là, en fin de compte, c'est basé sur rien. Je me rappelle, au début du Bitcoin, il y avait une espèce de caricature où on voyait Einstein sur un vélo et on disait, voilà ce que c'est le Bitcoin, c'est quelqu'un d'intelligent plus de l'électricité. Et il était en train de pédaler son vélo pour fabriquer de l'énergie. Et ça vous inspire quoi, cette critique du Bitcoin? Alors moi, je partageais également cette critique parce que, ayant un certain âge maintenant, donc il y a certaines choses qu'on ne comprend pas, comme les taux négatifs sur les taux d'intérêt sur les obligations d'État extrêmement endettés. Donc ça aussi, ça défie les lois de l'économie qu'on a appris dans nos écoles. Et le Bitcoin est également en fait le produit de liquidités excessifs qui se déversent sur les marchés, et puis également en fait un moyen pour de l'argent pas très propre de se recycler. Et donc, malgré ça, vous pensez qu'il a réussi à faire le forcing, à trouver sa place, et que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on parlera toujours de Bitcoin ou de crypto-monnaie? J'ai l'impression aujourd'hui, donc je suis arrivé également à cette conclusion, même si je la regrette. D'accord. Ok, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet et si vous le voulez bien, on va un petit peu faire en deux parties. Je vous propose de laisser la parole à David Zerbib qui va un petit peu nous présenter la société Hamilton Asset Management et ensuite de revenir vers vous pour parler d'un fonds ou de plusieurs fonds, un peu comme vous le souhaitez. Donc, bonsoir David, je vous laisse nous présenter la société que vous représentez. Bonsoir Bernard. Alors tout d'abord, meilleurs vœux à tous vos auditeurs. Et puis, je vais commencer par vous remercier Bernard parce qu'on est ravis. C'est la première fois en fait qu'on intervient dans votre émission et ça me fait très plaisir, Harry et moi. Donc on vous remercie pour cela. Je vais commencer en fait par vous dire quelques mots sur notre société Hamilton Asset Management. En fait, on est une société de gestion qui est basée à Paris, qui a été créé en 2007 par 3 associés, dont Harry Landler, qui est avec nous ce soir. Et on a commencé avec rien en 2007, donc vous imaginez bien, en plein milieu d'une crise, et qui n'a pas rebondi aussi vite que celle qu'on a pu vivre en 2020. Et puis, on a commencé surtout avec les small and mid cap européennes, en fait, des petites et moyennes capitalisations européennes sur lesquelles on s'est fait un nom en quelques années, avec Harry qui gère donc, ces fonds-là depuis le début. Donc, c'est toujours lui, avec la même méthode, la même rigueur, qui génère de la performance depuis 2007. Et puis, finalement, en ayant travaillé durement pendant toute cette année, aujourd'hui, on gère 1,3 milliard d'euros. Donc, on est passé dans les sociétés de gestion indépendantes qui ont quand même une certaine taille aujourd'hui. Et je vais même faire une confidence, Bernard, mais ça reste entre nous et avec tous vos éditeurs, bien sûr. Mais on ne va pas en rester là. Et l'année prochaine, on a une grosse surprise pour vous qu'on vous révélera un peu plus tard. Voilà. Alors, notre force, c'est la gestion des small et big cap européennes. Et là-dessus, je pense que le mieux, c'est d'introduire un peu ce qu'on fait avec Harry. Si vous le voulez bien, Bernard, moi, vous ayez quelques autres questions sur ce qu'on peut faire chez nous. Juste un petit peu la société, combien de fonds vous avez, quels sont un peu en dehors des small et mid cap, est-ce qu'il y a une autre spécialité, un autre savoir-faire, combien il y a de gérants, de développer un petit peu? Alors en fait, on est une société très solide puisqu'en fait aujourd'hui notre activité se répartit en 3 business. On a donc la gestion des small mid cap européennes dont on va parler plus en profondeur. On a la gestion diversifiée, voilà, donc on a toute une palette de produits à disposition pour performer dans toutes conditions de marché. Et puis on a un autre business aussi qui est la gestion privée.
où on va accompagner des gens comme vous, Bernard, sur des gestions sous mandat, comme ce qu'ils peuvent retrouver dans des grandes banques privées. Alors, ce business, en fait, a eu le mérite d'être très bien diversifié, ce qui a fait que grâce à ça, le fait d'être très diversifié, on a pu traverser les crises et avoir un encours qui a toujours été stable. Et c'est ce qui, aujourd'hui, nous permet d'être toujours en place. Avec le temps, vous savez, il y a beaucoup de sociétés de gestion qui apparaissent, qui disparaissent. Nous, on est toujours là. On fait même une très, très belle croissance. Comme je vous le dis, on ne va pas s'arrêter là. Et ce qui nous permet aujourd'hui d'être encore plus solide. Très bien. OK, on va laisser la parole à Harry Volondler et on va s'occuper cette fois des fonds et du style de gestion. Donc, en préparant l'émission, Harry, il y avait plusieurs fonds chez vous. Je me suis arrêté sur un fonds qui s'appelle Hamilton Premium, qui me semble être vraiment de très haute qualité, qui est un peu votre cœur de métier, puisque j'ai lu qu'il était concentré sur les small et mid-cap. Je vous propose de le garder pour la fin et de commencer de nous parler rapidement un petit peu des autres fonds, des autres stratégies, et ensuite on viendra et on se concentrera sur cette dernière stratégie. Alors, en ce qui me concerne, donc je suis spécialiste des small et mid caps, tout d'abord françaises, ensuite européennes. Donc, j'ai commencé par gérer le fonds Hamilton Small Caps qu'on a lancé en 2008. Donc, une période un peu compliquée. Et donc, depuis 5 ans, donc maintenant depuis 2015, j'ai repris en fait sur le même modèle, en fait, la gestion d'Hamilton Premium Europe, donc qui est un fonds qui est spécialisé sur les petites et moyennes capitalisations boursières européennes. Voilà, donc notre approche est toujours la même. En fait, on essaie d'intégrer une approche d'abord macroéconomique, donc on essaie de comprendre le contexte économique et le contexte boursier pour identifier en fait les secteurs et les thématiques qu'il faut privilégier. Donc, on est un fonds, on a une gestion ici donc pour les deux fonds qui est assez agnostique. Donc, vous savez, il y a des fonds qui interviennent uniquement sur des valeurs de croissance. Il y a des fonds qui interviennent uniquement sur des valeurs value. Il y a également des fonds qui sont plutôt des fonds thématiques. Donc aujourd'hui, on retrouve par exemple beaucoup de fonds qui sont spécialisés dans les valeurs d'énergie renouvelable. Ou dans un passé récent, il y avait beaucoup de fonds qui intervenaient sur la technologie. Généralement, c'est une mode présente qui fait fleurir un certain nombre de fonds thématiques. Nous, on essaye de nous adapter en fait à chaque phase du cycle macroéconomique et du cycle boursier qui en découle. Alors, j'ai remarqué, vous êtes agnostique, donc vous n'avez pas de religion. Vous allez là où vous pensez que l'intérêt de vos souscripteurs est, de vous occuper du thème ou de vous occuper de la classe d'actifs. Par contre, vous ne sortez pas de l'Europe. Vous ne sortez jamais de l'Europe. Ça peut arriver. Ou c'est totalement européen, votre fonds? C'est un fonds qui est totalement européen. Donc, par contre, on peut sortir de la zone euro à hauteur de 10% de l'encours du fonds. Donc, on investit notamment dans ce cadre-là, dans les valeurs suisses qu'on apprécie pour leur qualité. D'accord. Vous êtes sorti de la zone euro, mais pas vraiment de l'Europe. Vous avez quelques valeurs japonaises, chinoises, américaines, australiennes, africaines? Non, on essaie de se concentrer sur notre savoir-faire. Donc, on a déjà un univers de valeurs qui est déjà assez large. Donc, on suit de façon plus rapprochée à peu près 500 valeurs. Donc, il ne nous est pas possible, en fait, de faire du stock picking sur des zones géographiques autres. D'accord. Donc, vous m'avez dit que votre premier plan de stratégie, c'était la macroéconomie. Donc, si on va essayer de faire un exemple ensemble et d'arriver tous les deux à une valeur. Donc, on va dire, allez, en ce moment, la macroéconomie, elle nous dit que les énergies renouvelables, c'est quelque chose d'appréciable, de qualité, quelque chose à surveiller. Vous êtes d'accord? Tout à fait. Alors, le deuxième point, je pense que quand vous avez parlé de boursier, vous avez peut-être un petit peu oublié de nous parler d'un de vos vrais savoir-faire, puisque je crois savoir que vous êtes diplômé dans l'audit.
Donc déjà de regarder si ensuite la société est solide. C'est ça votre travail, d'ensuite d'aller voir si, une fois qu'on a découvert l'univers, de voir la société en elle-même? Tout à fait. En fait, on fait un screening d'abord sur la base de données financières. Donc, ce qu'on apprécie particulièrement dans les sociétés, c'est leur capacité à générer en fait du cash flow, en fait des liquidités qui permettent à la société de financer à la fois sa croissance organique et ou sa croissance externe via des acquisitions, notamment dans l'environnement actuel où les taux d'intérêt sont extrêmement bas et l'argent plutôt disponible de la part des établissements financiers. Donc, on apprécie ce type de société. On regarde naturellement aussi la rentabilité des capitaux propres. Et puis, ce qui est important dans les small et mid caps, c'est le track record, en fait, donc l'historique des résultats et de la qualité de la communication financière des sociétés. Et puis, dernière chose, notamment pour les petites et moyennes capitalisations, ce qui est surtout important, c'est la qualité de la stratégie d'entreprise mise en œuvre par des dirigeants de qualité. Donc, il est absolument important pour nous aussi de rencontrer ensuite, après ce travail quantitatif et de revue des comptes, de rencontrer systématiquement en fait le management des sociétés dans lesquelles on investit. Alors aujourd'hui, malheureusement, ce ne sont plus des rencontres physiques, ce sont des rencontres virtuelles via Zoom ou Teams, mais ça reste en fait un élément indispensable de notre travail. Et donc, chacun de nous, en fait, dans notre équipe où il y a 3 personnes pour gérer ces 2 fonds, en fait, on rencontre à peu près 250 sociétés par an. Donc, aujourd'hui, par exemple, j'ai assisté au forum qui est organisé normalement à Lyon par Odo et donc qui, cette année, exceptionnellement, dure 5 jours au lieu de 3. Et puis, donc, on rencontre chaque jour à peu près 7 à 8 sociétés via Zoom. D'accord. Et vous avez le droit de nous dire quelle société vous avez rencontrée aujourd'hui? Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, donc j'ai rencontré à la fois des sociétés françaises, mais aussi des sociétés allemandes, parce que comme vous le savez, Odo a fait un partenariat, enfin a racheté la banque allemande BHF. Donc j'ai par exemple rencontré aujourd'hui Zalando, qui d'ailleurs fait partie de notre fonds, donc le fameux et célèbre vendeur de vêtements sur Internet. Donc, j'ai rencontré aussi une société moins connue par le public, une société dans les services informatiques, donc qui fait à la fois du conseil, mais aussi qui conçoit des logiciels d'entreprise. Donc, c'est une société de taille plus réduite qui s'appelle Adesso. Par contre, donc j'ai rencontré aussi des sociétés très connues comme Trigano, le spécialiste des camping-cars, qui a d'ailleurs publié hier un chiffre d'affaires trimestriel de grande qualité, même si le titre a été hier sanctionné suite à son parcours boursier époustouflant. Alors, qu'est-ce que c'est un parcours boursier époustouflant? C'est-à-dire quelle progression il a fait ce titre? Alors là, je n'ai pas le chiffre en tête, mais je crois qu'il a fait plus de 100% au cours de la dernière année, parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'il y a eu un changement donc, de comportement en fait, de la part des consommateurs. On s'attendait dans cette année de coronavirus en fait, à une baisse sensible des immatriculations. Ce n'a pas été le cas parce qu'en fait, compte tenu des mesures de confinement, en fait, il y a eu en fait un attrait même de la part de nouvelles populations, d'une nouvelle classe de consommateurs pour les camping-cars, donc avec une population beaucoup plus jeune que dans le passé qui s'intéresse à ce moyen qui permet en fait de voyager dans un environnement sanitaire difficile. D'accord. Et alors, donc, une fois que vous avez fait cette rencontre avec le gérant, enfin avec la société, avec les dirigeants de la société, c'est là que vous vous rapprochez du parcours boursier et que vous regardez si boursièrement c'est techniquement intéressant de rentrer en rapport avec en rapport avec le cours des 6 derniers mois, en rapport avec l'environnement. C'est ça? C'est comme ça que vous procédez?
Pas tout à fait. En fait, je suis donc à la fois donc, expert comptable, commissaire aux comptes, mais aussi analyste financier. D'ailleurs, j'avais commencé ma carrière en tant qu'analyste financier. Mais en fait, le plus important, c'est pas la valorisation, parce que si on regarde la valorisation uniquement, on n'aurait jamais acheté des valeurs qui ont eu justement des parcours extraordinaires, même l'année dernière, hein, avec en fait un gonflement, je dirais, donc une expansion, ce qu'on dit en termes techniques, en fait, des ratios de valorisation des sociétés. Donc, ce qui nous intéresse tout d'abord, en fait, c'est la clarté de la stratégie d'entreprise. Est-ce qu'il va y avoir des catalystes positifs qui feront que les analystes financiers seront obligés dans les 6 mois ou dans les 12 mois à venir, en fait, de modifier à la hausse leurs estimations de résultats. Alors, ça peut être le lancement d'un nouveau produit, ça peut être l'acquisition d'une société, notamment sans faire appel aux actionnaires via des augmentations de capital grâce à la trésorerie accumulée. Ça peut être un plan d'économie, mais ça peut être aussi, comme c'était le cas chez Trigano l'année dernière, en fait, une inflexion plus positive en fait du momentum sectoriel. Donc là, par exemple, il y avait une popularité nouvelle pour ce type de produit. Donc Alors, tout ceci me paraît je vais vous interrompre. Je vais vous interrompre. Si vous pouvez prendre 30 secondes pour nous expliquer qu'est-ce que c'est un momentum sectoriel. Alors, par exemple, si on prend le secteur de l'automobile, donc c'est un secteur que l'ensemble de vos auditeurs connaissent très bien. Donc, il y a des années où les immatriculations sont en baisse notable. Puis, à un certain moment, en fait, on anticipe, en fait, pour les 6 mois ou les 12 mois à venir, en fait, que cette momentum, en fait, cette croissance négative, en fait, va s'inverser dans une tendance plus positive. Et je reviens vers vous, parce que vous avez dit que vous êtes un fan des valeurs value. En fait, ces valeurs value, en fait, quand est-ce qu'il faut les acheter? Il faut les acheter lorsque tout va mal, donc comme cette année avec la crise du Covid, mais lorsqu'on aperçoit la lumière, en fait, une inflexion plus positive de cette industrie ou de ce secteur à l'horizon des mois à venir. Donc, généralement, en fait, ce type de valeurs, il faut les acheter lorsque tout va mal, mais lorsqu'il y a une inflexion plus positive. Et il faudra les vendre, en fait, lorsque l'ensemble des clignotants seront déjà ouverts, mais lorsqu'on verra une inflexion plus négative de l'environnement économique pour ce type de valeurs cycliques. D'accord. J'ai 2 dernières questions à vous poser. On est un petit peu en retard. On va essayer d'aller vite, mais c'est des questions que j'aime bien poser. Et la dernière, je la pose à tout le monde. Sans que ce soit un conseil d'achat, donnez-nous 1 ou 2 valeurs que vous suivez avec intérêt ou qui vous semblent intéressantes à suivre ou que vous pourriez conseiller à nos auditeurs de regarder ou quelque chose comme ça. Alors, c'est une valeur qu'on a en portefeuille aujourd'hui, qui a beaucoup souffert en fait l'année dernière, c'est Ruby. Alors, pourquoi? Donc, c'est un spécialiste donc, du stockage et de la distribution de produits pétroliers, aussi du GPL. Donc, il y a eu en fait une série de mauvaises surprises qui sont intervenues l'année dernière. Donc, c'est une société qui, année après année, historiquement en fait affiché des bénéfices en croissance, et cette année, à cause du Covid naturellement, ce n'était plus le cas. Deuxièmement, comme vous le savez, il y a une mode très forte, et c'est une mode qui va durer, donc là je suis d'accord avec David Calfon, vers les valeurs disons plus vertes, et donc il y a beaucoup de gérants qui étaient obligés en fait de vendre cette valeur. Donc il y a eu une pression vendeuse significative sur cette valeur qui a donc connu pas une expansion de ses multiples, mais en fait une réduction significative de ses multiples. Et puis la société a eu dans le passé en fait aussi au niveau de sa gouvernance un certain nombre de critiques émises par des sociétés indépendantes, et la société a tout récemment en fait commencé à prendre des mesures correctives par rapport à ces critiques qui ont été émises. Donc aujourd'hui en fait on a une société
qui a connu une baisse significative de son cours de bourse, notamment pendant les 9 premiers mois de l'année. Il y a eu une pression vendeuse qui aujourd'hui n'existe plus parce que tous les gérants qui devaient la vendre l'ont déjà vendue. Et aujourd'hui, en fait, avec une perspective de sortie de la crise sanitaire qu'on espère la plus vite possible, en fait, le momentum, donc il y aura une inflexion a priori plus positive de ces marchés auxquels Ruby s'adresse. Et donc aujourd'hui, on estime que ce qu'on dit en anglais le risk-reward, donc le ratio entre le risque de perte sur la valeur qui existe toujours, hein, parce qu'on n'est jamais sûr sur l'évolution boursière, me paraît aujourd'hui attractif. Donc il y a plus à gagner qu'à perdre sur cette valeur selon nous. D'accord. Eh ben, écoutez, on va clôturer là-dessus parce qu'on a déjà beaucoup débordé. Donc, vous m'avez dit que votre gestion était agnostique. J'ai moi aussi du Ruby en portefeuille. Donc, on va quand même espérer que Dieu vous entende, Harry Vollandler. Merci beaucoup pour votre éclairage. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Je vous souhaite une bonne soirée, Harry, et je vous dis à très, très bientôt. Merci beaucoup et puis bonne année à l'ensemble de vos auditeurs. À bientôt. Merci. Bonsoir, David Zerbib. Vous êtes le bienvenu. Revenez nous voir quand vous voulez. À très vite. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. C'est maintenant au tour de notre économiste, Marc Toiti, qui nous a rejoint il y a quelques minutes, de venir nous faire ce premier panorama de l'année. Bonsoir, Marc. Bonsoir Bernard, bonsoir à toutes et à tous. Évidemment, bonne année 2021. Hein. On espère qu'elle sera meilleure que 2020. Enfin, ça dépend pour qui, hein, parce que j'avais dit de 2020, c'était l'enfoiré, vous savez, l'année complètement gâchée. Donc 2021, bon, ben, on verra bien. Il faut être extrêmement prudent. Alors, pour tout vous dire, pour être très honnête avec vous, ça fait 25 ans que je fais des prévisions. Habituellement, en début d'année, je suis toujours enthousiaste, etc. Et là, c'est vrai que cette année, c'était très, très compliqué, mon équipe et moi, de faire les prévisions 2021, parce que ça dépend tellement, bien sûr, des conditions sanitaires. Donc, c'est vrai qu'on espère tous que le vaccin va fonctionner, qu'on va pouvoir le diffuser un peu partout et qu'on va sortir de cette pandémie insupportable et qu'on va retrouver une vie relativement normale. Donc, si c'est le cas, alors c'est vrai que je vous donne mes prévisions. Hein, on pourrait avoir en 2021 une croissance mondiale de l'ordre de 5%. Je vous rappelle que l'année dernière, le PIB mondial a baissé de 4,1%. Donc, c'était du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. À titre de comparaison, en 2009, on a une baisse du PIB mondial de 0,1%. Donc là, moins 4 l'année dernière. Cette année, au niveau mondial, on aurait 5% de croissance. Alors, évidemment, l'année dernière, tous les pays avaient connu une baisse de leur PIB, sauf la Chine, avec 2% de croissance. Cette année, c'est normalement l'inverse. Tous les pays devraient connaître une croissance soutenue, va-t-on dire, y compris la Chine, bien sûr, parce que ça reste la locomotive de la croissance mondiale. On devrait avoir une croissance chinoise cette année de l'ordre de 8 à 9%. Ça veut dire que la Chine à elle seule amènerait 1,7 points à la croissance mondiale, donc 1,7 points sur 5%, c'est pas mal. Après, on aurait deux locomotives avec le même apport en termes de contribution à la croissance mondiale, les États-Unis et la Chine, et l'Inde, pardon, les États-Unis et l'Inde. Les États-Unis avec une croissance de l'ordre de également 5%, l'Inde autour des 6 à 7%, et ensuite, bien sûr, arrive la zone euro avec une croissance autour des 4%, dans le meilleur des cas. Ça va évidemment dépendre de ce qu'on a un troisième confinement ou pas en France, en Allemagne et autres. Pour l'instant, c'est vrai que le début d'année est un petit peu difficile. Pour la France, en stricto sensu, on a une croissance de l'ordre de 4% en 2021. Donc, vous voyez, c'est plutôt des bonnes nouvelles au sens large. Alors, bien sûr, avec beaucoup d'hypothèses d'un point de vue sanitaire, le gros problème, c'est bien sûr pour les marchés boursiers. Parce que normalement, quand on a une année comme l'année dernière, une année catastrophique d'un point de vue économique, normalement, les marchés boursiers auraient dû dévisser. Or, ils n'ont pas du tout dévissé, comme vous le savez. Bon, ils ont dévissé pendant un mois au cours du mois de mars. Après, ils ont nettement redémarré. On a donc atteint des sommets historiques sur le Dow Jones, etc. Donc, c'est là le problème, c'est qu'en fait, les marchés boursiers ont fait comme s'il n'y avait pas eu de pandémie, qu'il n'y avait pas eu de récession. Donc, pour eux, ils ont déjà mis dans les cours, entre guillemets, la croissance de 2021. Donc, voilà, tout le problème, c'est encore plus difficile pour moi cette année de faire des prévisions. D'un point de vue économique, c'est difficile, mais alors d'un point de vue boursier, c'est encore plus dur, puisque effectivement, on a déjà, entre guillemets, intégré les bonnes nouvelles. Alors, est-ce qu'on va continuer comme ça? Est-ce que les GAFAM vont continuer comme ça? Est-ce que Tesla va continuer comme ça? Franchement, je pense qu'il faut être très honnête
très honnête. Aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué de faire des prévisions sur les marchés boursiers. Donc, j'ai envie de donner un joker, puisque cette année, de ce point de vue-là, sur les marchés boursiers, même si effectivement on a un rebond de la croissance mondiale que j'espère de 5%, si je regarde la corrélation entre le Dow Jones, par exemple, et le niveau du PIB mondial, on devrait quand même avoir une baisse du Dow Jones de l'ordre de 5 à 10%. Voilà, donc ce n'est pas ma prévision, hein, encore une fois. Ce que je veux dire par là, c'est que cette pandémie n'a pas généré le reset attendu, elle a généré de nouveau des bulles. Donc, tout l'enjeu de 2021, ça va être est-ce que ces bulles vont continuer, notamment grâce à la Banque centrale, aux banques centrales, au plancher des banques centrales. Donc, toute la question est là. Soit on continue de raser gratis, soit on continue la planche à billets. À ce moment-là, les marchés boursiers, il n'y a pas de limite. Bon, évidemment, ça n'a plus tellement de sens finalement. Soit on arrête et on retrouve ce que j'appelle le juste prix. Ça veut dire que, par exemple, les taux d'intérêt des obligations d'État vont augmenter progressivement. Donc, les marchés boursiers en prendront évidemment ombrage. Donc, voilà, c'est la seule question. Est-ce qu'on retrouve le juste prix? Est-ce qu'on repart sur des bases saines ou est-ce qu'on continue la fuite en avant? Donc, en tant qu'économiste, j'aurais tendance à dire, même si ça va être un petit peu douloureux, j'ai envie de retrouver le juste prix parce que je préfère évidemment sortir de la pandémie et retrouver le juste prix parce que si on continue la planche à billets, on continue la fuite en avant, ça veut dire qu'on n'est pas sorti de la pandémie. Donc voilà, à vous de choisir, j'ai envie de dire, mais ça va être une année quand même compliquée pour tous les investisseurs. Merci pour ce premier éclairage. Il y a une question que j'ai posée à tous nos invités aujourd'hui, parce que beaucoup d'auditeurs nous en parlent, nous demandent, je vais vous la poser à vous aussi. Je vous ai déjà lu plusieurs fois à ce sujet, mais je vais profiter de vous avoir en direct pour vous la reposer. Qu'est-ce que ça vous inspire, le Bitcoin? Écoutez, on vient de le voir aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on fait moins 20% dans une journée. Bon, ça aussi, c'est pareil. Si vous voulez. Il faut être honnête de ce point de vue-là. Je sais que le Bitcoin, c'est comme une religion. Si vous voulez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors soit on est pour, soit on est le contre. Il y a des ayatollahs du Bitcoin. Moi, à chaque fois que je fais une chronique sur le Bitcoin, alors je m'attire les foudres. Alors que moi, je dois être honnête, j'en ai pas acheté quand c'était bas, j'en ai pas acheté quand c'était haut. Encore une fois, quand je ne comprends pas quelque chose, pas dans le sens technique, parce que évidemment la technologie de la blockchain, c'est formidable, c'est l'avenir, tout va bien, ok, je n'ai rien à dire sur ça. Par contre, il faut appeler un chat un chat. Le Bitcoin n'est pas une devise, c'est un objet spéculatif. C'est-à-dire que quand on a de l'or, par exemple, l'or c'est spéculatif aussi, mais il y a de l'or, il y a quelque chose de physique au bout. Même Tesla, c'est spéculatif, mais il y a des voitures derrière, il y a une entreprise quand même si effectivement on a un PER de 1500, ok, mais il y a quand même des voitures. Vous voyez, là, le Bitcoin, il n'y a rien, c'est-à-dire c'est effectivement un logiciel informatique, c'est de la blockchain, c'est formidable, c'est l'avenir, c'est de la technologie, ça fait plaisir, mais en tant qu'économiste, moi je ne peux pas vous dire aujourd'hui quel est le juste prix du Bitcoin pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas de fondamentaux derrière. Donc ça reste simplement une valeur spéculative. Donc ceux qui aiment la spéculation, allez-y, faites-vous plaisir. Mais par contre, le père de famille, si vous voulez, qui a mis des mois à accumuler son épargne, etc., à réussir à faire une épargne, je ne vais pas lui dire achète du Bitcoin quand on est à 40 000 $, ou même quand on était à 20 000 $, je n'ai pas dit d'acheter du Bitcoin parce que, encore une fois, c'est un objet spéculatif. Donc, c'est réservé à des personnes qui aiment la spéculation, tout simplement. À partir de là, ça peut monter encore, ça peut baisser. Très honnêtement, là aussi, on n'en sait rien. Vous savez qu'au niveau mondial, il y a aujourd'hui 1400 crypto-monnaies. 1400. Donc, encore une fois, les crypto-monnaies, ce ne sont pas des monnaies, c'est des moyens d'échange au sein d'une communauté. Donc, tant que la communauté accepte ces moyens d'échange, pourquoi pas? Maintenant, encore une fois, ça m'est encore arrivé ce week-end où j'ai beaucoup de gens qui me disent « Oui, alors je vais acheter du Bitcoin, etc. » Moi, je dis « Faites ce que vous voulez. » Simplement, aujourd'hui, quand on est à 40 000 le matin et que le soir on est à 20 000 ou à 30 000, pardon, c'est qu'il y a un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut oublier que le Bitcoin avait déjà fait plus 20 000, on était monté à 20 000, après on est descendu à 10 000, etc. Bon, c'est un objet extrêmement spéculatif qui me rappelle, il y a très longtemps, on n'était pas né bien sûr, la tulipe hollandaise au XVIIe siècle. Je rappelle qu'à l'époque, un bulbe de tulipe, un bulbe, c'est-à-dire un oignon finalement, ça valait l'équivalent d'un palais à Amsterdam. Vous voyez, donc ça veut dire que la spéculation, voilà, ça existe. Et j'ai envie de dire, rien de nouveau sous le soleil, comme disait le roi Salomon. C'est-à-dire qu'effectivement,
l'être humain est comme ça, donc voilà, il va de bulle en bulle. Et le rôle de l'économiste, même si des fois on parie has-been, je suis désolé, c'est de dire non, mais là, il y a des bulles, là, ça va trop loin. Je sais que ça ne fait pas plaisir, mais moi, je préfère encore une fois un reset. Je préfère qu'on retrouve les fondamentaux économiques, qu'on retrouve une visibilité, qu'on retrouve une réalité, plutôt que de partir comme ça dans la spéculation uniquement. C'est pas bon. Et j'irai même plus loin, si vous permettez. Je pense que c'est malsain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est même indécent. Aujourd'hui, vous avez des entreprises qui sont en train de faire faillite, vous avez des gens qui sont en train d'arriver au chômage, vous avez du business qui est catastrophique, et vous avez des entreprises qui flambent, vous avez du bitcoin qui flambe, donc vous avez des riches qui sont encore plus riches et des pauvres qui sont encore plus pauvres. C'est très dangereux. C'est très dangereux pour la stabilité sociétale de nos pays. C'est très dangereux. Et ça, je pense que c'est le rôle des économistes, mais aussi des hommes politiques, parce que là aussi, c'est vrai que les politiques n'ont rien fait. Le Bitcoin existe depuis 2009. Personne n'a rien fait. Aucun gouvernement n'a voulu légiférer. Donc, on a laissé cette Bitcoin. Là, aujourd'hui, on peut blanchir de l'argent comme on veut. C'est facile, il n'y a pas de problème. Personne ne contrôle. C'est quand même pas normal. Vous voyez, donc, je pense que c'est une situation dangereuse et c'est mon rôle de le dire. Maintenant, si effectivement vous voulez acheter du Bitcoin, faites-vous plaisir. Moi, je ne le ferai pas. C'est tout. Alors, ce que nous disait Harry Vollandler, il disait qu'en fin de compte, cette formidable hausse du Bitcoin ou même la hausse de Tesla, même si je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de commune mesure entre le Bitcoin et Tesla, elle est directement liée à l'excès de liquidité et aux politiques monétaires qui injectent ces liquidités. Et à un moment, voilà, quand on arrose, l'eau, elle ruisselle et elle va dans les endroits attendus pour sûr, mais elle va aussi dans des endroits inattendus et elle provoque des floraisons éphémères à certains endroits. Mais d'un autre côté, comme vous le dites, à partir du moment où c'est une religion, même si ça me paraît plutôt être une secte à moi, mais allons-y, gardons votre manière de penser, donc c'est une religion, ça peut durer. Hein. Ça peut durer pour l'éternité, en tout cas pour notre éternité à nous. Ah non, mais c'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que ça ne voulait pas durer. De toute façon, ça ne peut que durer, puisque, comme vous le savez, le nombre de bitcoins est limité dans le temps. Donc, si la mode continue, comme c'est limité, l'offre et la demande, forcément, il y aura plus de demandes que d'offres. C'est limité. Simplement, peut-être qu'il va arriver un jour où, moi, en tout cas, je l'espère de mon point de vue, où les gouvernements vont légiférer. Par exemple, si les banques centrales créent une crypto-monnaie banque centrale, c'est complètement différent. Là, c'est contrôlé. Il y a effectivement des instituts de contrôle prudentiel. Je mets mon argent, je sais que je pourrais, même si ça fait faillite, je récupérerai. Là, personne ne contrôle. C'est ce que je veux dire. Donc, là, encore une fois, c'est quand même quelque chose d'anormal. Ce n'est pas de l'économie, ça. C'est que de la spéculation. Voilà, donc évidemment, la vie peut être une spéculation, c'est sûr. Si on s'en sort, si on se retire au bon moment, entre guillemets, why not? Mais encore une fois, c'est dangereux. Voilà, il faut juste le dire, c'est tout. Parce que quand on me dit aujourd'hui, ça m'arrive tous les jours, on me dit, vous n'avez pas quelque chose là j'ai envie d'investir, regardez le Bitcoin, je vais gagner 800%, 200%, ce que vous voulez. Mais ça n'existe pas, ça. C'est le couple rendement-risque. C'est-à-dire que quand il y a un rendement élevé, il y a un risque élevé. Maintenant, vous voulez prendre des risques, mais faites-le, pas de problème. Mais c'est risqué. On ne peut pas dire que c'est un placement de perte de famille. On ne peut pas dire que c'est un placement d'avenir. C'est un placement extrêmement risqué. Et moi, je souhaite vraiment, pour tout le monde, que les autorités vont légiférer. C'est comme pour les GAFAM. C'est pareil. Regardez ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Je ne rentre pas dans la polémique, mais les GAFAM, c'est des monopoles avec un pouvoir plus fort que les États. Qu'attendent les dirigeants des pays pour légiférer? Je n'arrive pas à comprendre. Enfin, en fait, je le sais, il faut être honnête, parce que nous dirigeants, malheureusement, on vit dans une période où on n'a pas de chance, peut-être pas assez, je ne sais pas, où les dirigeants de la plupart des pays dans le monde ne sont pas à la hauteur de la situation. Regardez comment on a géré cette pandémie. C'est une catastrophe. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez comment on gère ce monde, comment on injecte des liquidités, et là encore une fois, c'est important d'éteindre l'incendie quand il y a le feu, mais après, maintenant, il faut orienter ces liquidités. Vous voyez que, sans parler de la Banque Centrale Européenne, regardez en France, on a donné des aides, or, comme on ne pouvait pas consommer, l'épargne des Français a augmenté de 130 milliards d'euros. Juste les Français. Évidemment, ceux qui peuvent épargner, sont ceux qui ont des moyens. Et, vous voyez, c'est là où ça ne colle pas.
On met des moyens énormes et on est en récession. On met des moyens énormes et il y a du chômage qui augmente. Il faut, là aussi, encore une fois, le rôle des politiques, le rôle de nos dirigeants, c'est justement de mieux orienter tout ça. Vous voyez, donc c'est ça qui aujourd'hui m'inquiète, c'est qu'on est dans cette fuite en avant et je ne vois pas de dirigeants dans le monde. Malheureusement, il y avait un petit peu Angela Merkel, mais elle aussi était tellement bloquée, elle avait peur que la zone euro explose, donc elle n'a pas trop eu le choix, si vous voulez. Par contre, ce qui est important pour 2021, c'est que donc en septembre 2021, nous allons avoir des élections en Allemagne. Et je peux vous dire que quel que soit le gagnant de cette élection, donc ça ne sera plus Mme Merkel évidemment, je peux dire que les Allemands, ils vont dire stop, ils vont dire nein. Ça veut dire, ils vont dire maintenant ça suffit, votre planche à billets, etc., tout ça, ça suffit. Et là, ça peut faire mal. Voyez, donc là, on va retrouver là aussi du juste prix, entre guillemets. Donc voilà, il faut se préparer à ça. Mais moi, je n'ai pas peur de la remontée des taux d'intérêt. Parce que la remontée des taux, je ne parle pas des taux d'intérêt monétaires, je parle des taux d'intérêt obligataires. Sur les obligations d'État, elle serait normale, cette remontée des taux d'intérêt. Ce qui est anormal, c'est quand on a une dette publique de 125% du PIB comme en France ou 170% en Italie et qu'on a des taux d'intérêt à zéro, voire négatifs. Ça, c'est anormal. Vous voyez, ça, c'est une situation malsaine. Donc, après, vous voyez, on dit, bah oui, mais on ne remboursera pas, etc. C'est très dangereux tout ça. C'est très dangereux, ne serait-ce que pour on va dire, je vais en dire, même la pédagogie de nos enfants. C'est-à-dire qu'on doit valoriser le travail. D'où vient la richesse? La richesse, elle vient du travail. Il ne faut pas l'oublier, ça. Elle vient de l'investissement. Si j'investis aujourd'hui voilà, sur le Bitcoin, ce que vous voulez, et je gagne 800% en quelques jours, ou en quelques semaines, ou en quelques mois, ce n'est pas normal. Il faut appeler un chat un chat. C'est comme ça. C'est la réalité. Donc, on veut changer de monde. Moi, ce monde, franchement, hein, je ne pensais pas que j'allais tout vous dire ce soir, mais moi, ce monde, il ne me plaît pas du tout. Moi, ce monde, il ne me plaît pas. Moi, j'aime le monde, justement, où on a effectivement des fondamentaux économiques, des marchés financiers qui financent l'économie, vous voyez, du travail qui est valorisé. Voilà. Ça, c'est le monde qui, pour moi, doit être valorisé. L'autre monde où il n'y a que de la spéculation, non. Ça ne m'intéresse pas parce que c'est la porte ouverte évidemment à beaucoup de dérapages, sans parler des économies parallèles et de la mafia et tout ce que vous voulez. Voyez, donc, ça, c'est extrêmement dangereux. Donc moi, j'ai toujours été un partisan de la tolérance zéro pour justement les voyous qui ont fait des magouilles, ce que vous voulez. Tolérance zéro, pareil, sur tous ces trucs-là. Il faut qu'aujourd'hui, on ait des contrôles. Sinon, après, en fait, c'est l'effet balancier. On laisse, puis après, quand on va aller de l'autre côté, ça va être la dictature. Moi, je ne veux pas d'une dictature. Je veux aujourd'hui une économie normale. Enfin, c'est ce que je souhaite pour mes enfants, surtout, parce que bon, nous, déjà, on est encore jeunes, bien sûr, mais bon, voilà, qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? Qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? C'est irresponsable ce qu'on est en train de faire. D'accord. C'est mon coup de gueule du début d'année, désolé. Hein. Non, mais je loue cette énergie, cet entrain, d'ailleurs, qui fait résonance à votre jeunesse, Marc. Merci. Pour avoir cet entrain et j'ai cette quand même énergie. 50 ans l'année dernière, et bon, avec la cause du Covid, je n'ai pas pu fêter mes 50 ans. Bon, j'espère pouvoir les fêter cette année. Quoi. Alors, ce que je vous conseille, c'est de retarder votre monde d'une année. Et comme ça, là, on va bientôt fêter vos 50 ans et on les fêtera peut-être tous ensemble. Mais je note quand même dans toutes vos paroles qu'il y a quand même une prévision. Et celle-ci me paraît très, très intéressante parce que d'abord, c'est une prévision court terme, ça va beaucoup arriver. Ce que vous nous dites, c'est que quoi qu'il arrive, en septembre, on aura droit à un retour à l'orthodoxie allemande. Ah oui, forcément. Alors beaucoup me disent, encore j'ai fait un débat aujourd'hui, où on me dit non mais les Allemands, ils ne peuvent pas faire ça, ils ont besoin de l'Europe, ils ont besoin de ça. Oui, mais il y a un moment, si vous voulez, où il faut faire le reset, justement, il faut faire table rase du passé. Et donc, là aussi, on ne peut pas, et j'ai envie de dire, vous savez, c'est triste à dire, mais même pour nous, les Français, pour nos amis italiens, etc., pour nos amis même grecs et autres, c'est pas bon que la dette comme ça dérape. Parce qu'à la fin, on sait très bien comment ça se passe. C'est l'association de paiement, où on doit se vendre à d'autres, et ceux qui vont rafler la mise, je suis désolé de le dire, ça va être nos amis chinois, encore une fois. Et eux, ils attendent que ça. Ils n'attendent que ça. Les seuls qui aujourd'hui ont du cash, c'est nos amis chinois. Donc, c'est très dangereux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, non. Mieux vaut percer un abcès quand il n'est pas trop gros, quand là il est déjà énorme, mais bon, que quand il devient imperçable et qu'à ce moment-là il faut couper le membre en entier. Mais non, c'est très dangereux. Vous voyez, donc c'est ça. Encore une fois, ce qu'on doit voir aujourd'hui, parce que l'histoire, vous voyez, l'histoire c'est pas 1 an, c'est pas 2 ans, l'histoire c'est séculaire. Vous voyez, donc voilà. Je rappelle toujours l'exemple je conseille à ceux qui n'ont pas vu Les Heures sombres, hein, le film Les Heures sombres sur Churchill pendant la Seconde Guerre mondiale, quand l'armée anglaise est coincée à Dunkerque et que tous les dirigeants anglais, tous les conseillers de Churchill disent il faut faire un pacte avec l'Allemagne, avec Hitler.
Et si on avait eu les dirigeants d'aujourd'hui à l'époque, peut-être qu'il l'aurait fait. Il a dit non, ça, c'est impossible. Et imaginez s'il avait fait ce pacte. On ne serait peut-être pas là pour en parler. Donc, c'est ça le drame. Il faut qu'à un moment, on a des dirigeants qui disent non. Voilà, qui disent on ne peut pas continuer comme ça. C'est l'avenir, c'est les générations à venir. On est là justement pour protéger les générations à venir. Donc voilà, il faut qu'on ait cette personne, j'en vois pas aujourd'hui providentielle, mais peut-être ça arrivera, ou ces personnes, il n'y a pas qu'une personne, il faut une sorte collégiale. En 2009, c'est vrai que quand on a eu le sommet du G20 de Londres, on a dit, là, il faut arrêter les bêtises, on va essayer de sortir du système. Et on a réussi, sauf qu'après, on a réalimenté des bulles. Et là, pour l'instant, non, on dit, on ne veut pas refaire le reset, on veut continuer. C'est un reset qui est pire qu'avant. C'est-à-dire, le monde de demain, il risque d'être pire qu'avant. Donc, non, c'est quand même effectivement dommage. Donc, oui, j'espère en tout cas qu'en 2021, on va retrouver le juste prix de toutes ces valeurs financières. Et nos amis chinois, cette disparition du fondateur d'Alibaba, Jack Ma, ça vous inspire quoi? Alors, je ne sais pas où il est. Personne ne sait où il est. Je n'ai pas, pour être très honnête. Ça montre ce qui peut nous arriver demain, parce qu'on l'a oublié. La Chine est une dictature, il ne faut quand même pas l'oublier. Donc voilà, encore une fois, il n'y a pas plus sacré que la liberté. Je pense que ça, on l'a oublié. Et c'est vrai que, vous voyez, bon, bien sûr, je ne vais pas rentrer dans la polémique, etc., des confinements et autres, mais c'est vrai que depuis quelques mois, malheureusement, il faut être honnête, nos libertés sont réduites. Alors, si c'est pour la bonne cause, si demain on sort de cette pandémie, on est tous vaccinés et on redémarre, on peut vivre normalement, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que ça continue. Vous voyez, c'est-à-dire, comme on voit les sondages aujourd'hui, selon les sondages, il y aurait 60% des Français qui voudraient un 3e confinement pour rester chez eux et regarder la télé. C'est quand même dangereux. C'est quand même un truc de fou. Vous voyez ce que je veux dire? Là, évidemment, pourquoi? Parce que justement, il y a les aides qui arrivent. Et pourquoi il y a des aides? Parce que c'est la BCE qui paye. Vous voyez l'effet pervers, ce qu'on appelle un aléa moral en théorie des jeux. C'est-à-dire que si on n'avait pas tous ces cadeaux-là, je peux vous dire qu'on n'aurait pas le choix. Il faudrait vivre avec et tout faire pour justement s'en sortir, être vacciné le plus rapidement possible et sortir de cette pandémie. Vous voyez, ça c'est une bonne sortie de crise. C'est la sortie de crise de dire, vous voyez, parce que moi je le vois comme une montagne. Bientôt on va nous dire, vous savez les enfants, maintenant il y a des robots. Donc, vous allez rester chez vous. On va vous donner un revenu universel. On va vous donner 1 500 € et vous allez pouvoir regarder Netflix tranquillement chez vous. Et voilà, vous mangerez. C'est quoi cette vie? C'est pas une vie. Vous voyez, donc voilà. Non, moi je ne veux pas ça et donc je ne souhaite surtout pas ça pour les années à venir. Donc je souhaite surtout qu'on sorte très vite de cette pandémie et qu'on retrouve nos esprits et que nos dirigeants soient enfin à la hauteur de la situation. Ce revenu universel et les conséquences qu'il peut entraîner, c'est une crainte chez vous? Vous croyez qu'on y va gentiment, doucement et sans rien pouvoir y faire? Alors, il y a deux choses. Dans le revenu universel, il y a soit on va dire on va compacter l'ensemble des minima sociaux. Ça, c'est une chose. OK. Parce qu'il y a des personnes qui malheureusement qui sont plus employables, etc. Ça simplifie. Donc ça, pourquoi pas? Par contre, un vrai revenu universel pour tout le monde, ça, c'est très dangereux. Parce que normalement, un revenu vient rémunérer un travail. Oui. Donc ça, encore une fois, d'un point de vue philosophique, ça dépasse l'économie. Ce revenu universel est une dévalorisation du travail, finalement. On dit, et un partage des richesses. Par contre, une valorisation de la richesse et de son partage. Oui, d'accord. Mais d'où elle vient la richesse? Elle vient du travail. Alors, ça veut dire il y a quelques-uns qui vont travailler et d'autres, et la grande majorité qui ne va pas travailler. Mais ce monde est horrible. Non, ce monde, franchement, je m'en vais à Tahiti, moi, c'est comme ça. Est-ce que ça ne m'intéresse pas du tout? Non, façon de parler, bien sûr. C'est ce qui se passe à Tahiti. Il y en a quelques-uns qui travaillent et plein qui ne travaillent pas. Mais non, mais c'est horrible. Vous voyez, moi qui viens des cités HLM d'Orly, si j'avais eu ce monde-là, je serais encore dans ma cité HLM. Ça, c'est une société qui est figée. Vous voyez, ça veut dire qu'en fait, vous êtes né dans un endroit et puis vous ne bougez jamais. C'est horrible. Non, il faut sortir de ça. Il faut justement, parce que sinon, encore une fois, ce sont les Chinois qui pourront rafler la mise. Et comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, les Chinois, c'est pas des marrants, entre guillemets. Parce que je veux dire, ils seront beaucoup moins conciliants que n'ont pu être les Américains ou les Allemands avec nous, parce qu'ils ont acheté nos entreprises. Si c'est les Chinois qui achètent nos entreprises, vous voyez ce qui arrive à ceux qui parlent trop. Vous voyez, ça peut être dangereux. Donc, non.
Non, il faut aujourd'hui, on a la chance d'avoir, je dirais, des économies qui sont encore formidables, on a la chance d'avoir, je dirais, des pays de la technologie qui est formidable. Non, il faut travailler, il faut aller de l'avant, il ne faut pas avoir peur de l'avenir. Tout ça, ce concept de la peur, moi, je trouve ça c'est inadmissible. On fait peur aux gens. Alors, pas sur l'économie, on fait peur sur la santé, sur tout. C'est pas normal. Non, il faut investir, innover. Voilà, ça c'est la bonne économie. Oui, regardez vers l'avenir, mais pas on va avoir un revenu universel, on va gagner très peu, ou alors on va spéculer. Non, non. Il faut du travail, il faut de l'investissement, il faut de l'innovation. Et ceux qui le feront, et heureusement, il y a encore beaucoup de pays dans le monde qui le font quand même malgré tout, c'est eux qui rafleront la mise. Donc j'espère que ça sera le cas également de la France, du Portugal, et voilà, et ainsi de l'Europe, sans ça. Ok. Mille merci pour cet éclairage, pour cette pleine d'énergie, comme à votre habitude, et on se donne rendez-vous dans 15 jours. Portez-vous bien, faites attention, et à très bientôt, Marc. Au revoir. Merci. C'est maintenant au tour de Sébastien Cosson, qui va nous faire une rétrospective de mon côté. Alors, Sébastien, on entend le bruit de la mer. Ça y est, on vous voit. On vous voit et on vous entend. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Bernard. Donc effectivement, j'ai changé d'outil informatique, donc j'espère que vous m'entendez aussi bien que d'habitude. Très bien, on vous entend très très bien. Ouais. Alors, ce non-coté, comment ça s'est passé comment s'est passée l'année? Un peu l'année de tous les dangers, l'année de toutes les craintes. Comment ça s'est passé? Alors effectivement, année de toutes les craintes. Alors tous les dangers, oui. Toutes les craintes, probablement. Et puis finalement, une année pour l'univers du non-coté qui se révèle plutôt positive. Voilà, on va pas se cacher. C'est vrai que c'est un petit peu paradoxal dans l'environnement actuel de parler d'année positive. Mais en fait, si on regarde deux paramètres, la performance de l'univers du non-coté et la collecte de l'univers du non-coté également, en fait, ces deux indicateurs sont favorables. Alors aujourd'hui, il est trop tôt pour avoir de vraies performances sur les fonds, mais EY a produit une étude il y a quelques jours, et donc ils ont posé la question aux investisseurs sur différentes classes d'actifs. Et à la question, est-ce que vous considérez que le private equity a bien performé et a performé conformément à vos objectifs sur l'année 2020, donc les attentes qui dataient d'il y a plus d'un an, donc avant bien entendu qu'on ait la connaissance de cette épidémie, eh bien 81% des investisseurs disent que le private equity a bien performé, voire surperformé par rapport à leurs attentes. Donc on est bien sur des attentes avant le Covid, et au final, aujourd'hui, quand on regarde la performance du marché dans son ensemble, les investisseurs sont globalement satisfaits, voire très satisfaits. Donc ça veut dire que l'univers du non-coté a bien résisté. Alors l'intérêt du non-coté, c'est de ne pas être volatile. Donc effectivement, par rapport à ceux qui sont positionnés sur les marchés financiers, qui ont pu avoir des sueurs froides au printemps, voire même encore fin octobre à l'annonce du deuxième reconfinement, ça ne s'est pas produit sur l'univers non-coté. Et après, les investissements globalement dans ce domaine sont des sociétés de croissance, quels que soient les secteurs. Là, il y a bien entendu le segment du digital, mais ça, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Globalement, dans le non-coté, on finance des sociétés qui sont en croissance, des PME, des ETI, ça dépend de la stratégie des fonds. Et alors, j'ai manqué le début de l'émission, mais on a probablement parlé à un moment donné d'une reprise en K, avec des secteurs structurellement sous-performants qui vont avoir de grosses difficultés sur les trimestres et les années à venir, et puis les sociétés qui ont profité de la crise, profité entre guillemets, mais qui ont vu une vraie inflexion, une vraie accélération de leur croissance. Et on peut penser que l'univers du non-coté, clairement, finance les sociétés qui ont connu une accélération de leur croissance en 2020, avec notamment une digitalisation de l'économie. Alors, autre élément important, c'est la taille des levées de fonds. Alors, il faut savoir que les levées de fonds ont ralenti, c'est-à-dire qu'auparavant, les fonds pouvaient lever beaucoup de capitaux sur des durées assez courtes. Il pouvait y avoir plusieurs milliards de levées en 6 mois, voire moins. Aujourd'hui, les levées sont plus importantes sur les gros fonds. Il faut savoir que la taille des fonds est supérieure à 50% par rapport à ce qu'elle était par le passé, donc sur la médiane. Par contre, ces levées de fonds ont été beaucoup plus longues et nous-mêmes,
clairement, ce n'est pas un secret, c'est valable pour tout le monde. Ça s'est un petit peu arrêté entre le mois de mars, début du confinement, et la rentrée de septembre. La collecte a été beaucoup plus molle sur cette période. Les investisseurs se sont donné le temps pour prendre leurs décisions d'investissement. Mais au final, on a connu, comme le marché, 4 derniers mois extrêmement forts en termes de collecte. Et pour nous, l'année 2020 est une année record. Donc, sur le panorama du marché, aujourd'hui, on en est là, globalement, une bonne année sur l'univers du non-coté. Alors, dans les entreprises que vous avez en stock, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire les entreprises que vous avez financées, je pense que vous avez fait le tour un peu de tout le monde pendant cette année. Est-ce qu'il y a des inquiétudes? Alors, des inquiétudes, je pense qu'il y en a toujours, mais on va dire, est-ce qu'il y a plus d'inquiétudes que d'habitude? Est-ce qu'il y a des inquiétudes sectorielles? Voilà, alors, je ne sais pas si vous étiez en phase de remboursement ou pas, mais bon, est-ce qu'il y a des entreprises qui auraient dû rembourser cette année, enfin l'année passée plutôt, donc en 2020, et qui n'ont pas pu? Comment ça s'est passé un petit peu tout ça? Alors, effectivement, nous, il faut savoir qu'on investit à la fois en actions, en fonds propres et beaucoup en obligations convertibles, donc sur la partie quasi fonds propres. Il se trouve qu'on n'avait pas de remboursement significatif en 2020 sur la partie obligations convertibles. Donc, on n'a pas eu ce problème-là. On n'a pas dû rembourser de fonds sur cette classe d'actifs. Il faut savoir que l'AMF a autorisé les fonds d'investissement à décaler de 12 mois le remboursement des fonds. Là où on a eu des difficultés en termes de liquidité, c'est sur la cession de petites entreprises sur la poche action. Quand on est actionnaire d'une entreprise non cotée, on a structurellement cette problématique de liquidité. Alors, bien entendu, le marché s'est complètement arrêté sur l'année 2020. Et donc, sur certains fonds, on a décalé le remboursement. Donc, ça, c'est vraiment l'impact, je dirais, côté investissement. Maintenant, l'impact côté entreprise. Il faut savoir qu'une PME, quand elle a un fonds d'investissement à son capital, un ou plusieurs, il se trouve que nous, on est très souvent l'un des premiers fonds d'investissement professionnels à investir dans une entreprise. Il faut savoir qu'il y a vraiment un avantage comparatif pour ce type d'entreprise par rapport à celles qui ne sont pas financées par des investisseurs professionnels, puisqu'on va les accompagner d'un point de vue financier, ça c'est une chose, mais on va surtout les accompagner d'un point de vue stratégique, d'un point de vue opérationnel. Et dans une année comme 2020, c'est extrêmement important. Ça va permettre en fait de prendre du recul. Le dirigeant, l'équipe de management, elle a le nez dans le guidon. Elle gère vraiment sa société au jour le jour, à la semaine. C'est très compliqué de prendre du recul, justement, quand l'activité est exceptionnelle. Donc, nous, on va leur permettre de concilier en fait cette vision à court terme, cette gestion à court terme de l'entreprise, et puis cette vision à moyen terme. Savoir comment on va pouvoir rebondir suite à cette crise. Et c'est vrai que ça explique aussi probablement en partie la performance à moyen terme du non-coté. C'est qu'on a le temps et on a cette capacité à regarder dans la durée comment on peut générer différentes phases de croissance sur une entreprise. Notre métier, c'est de financer des sociétés en croissance. 2020, il y a clairement un ralentissement de cette croissance sur la plupart des entreprises, alors pas toutes. On a des sociétés qui ont connu une accélération de la croissance en 2020, mais la plupart ont connu un ralentissement. La question, c'est vraiment d'être présent lorsque la croissance va repartir, et selon nous, très probablement en 2021. Et là, il faudra être présent. Il faudra éventuellement être présent pour à nouveau réinvestir au capital des sociétés, peut-être pour les aider à faire des opérations de croissance externe. On sait tous qu'en sortie de crise, les opérations de fusion-acquisition peuvent permettre d'accélérer la croissance en complément donc, de la croissance organique. D'accord. Et pour le secteur du tourisme au sens le plus large et de l'entertainment de l'événementiel, vous avez des craintes à venir? Oui, alors effectivement, ce n'est pas un secteur sur lequel on est très présent. Les secteurs sur lesquels on est le plus présent sont tout ce qui est le digital, le e-commerce et les médias. Donc, ce sont des secteurs qui, clairement, n'ont pas particulièrement souffert. On a quelques participations dans le secteur du tourisme. Alors, pas dans l'hôtellerie, mais effectivement dans le domaine du tourisme. Par exemple, dans des sociétés de théâtre. Il faut savoir que sur ces sociétés-là, les aides d'État qui ont été mises en place permettent aujourd'hui de ne pas perdre d'argent. Donc ça, c'est important. Ce qui est important dans cette crise-là, je dirais, quels que soient les secteurs, c'est d'avoir du temps pour
que quand la situation se normalisera, les sociétés puissent repartir rapidement. Et là où ça peut être difficile sur certaines entreprises, c'est effectivement de ne pas avoir ce temps. Nous, on n'a pas cette problématique-là sur les sociétés de notre portefeuille, mais il est clair que le secteur du tourisme, des loisirs, est particulièrement challengé. C'est probablement l'un des secteurs les plus compliqués aujourd'hui, puisque les autres secteurs, même au niveau de l'industrie, en fonction des secteurs, ce sont des secteurs cycliques, mais ils vont repartir. Sur le secteur du tourisme et des loisirs, c'est un petit peu moins évident, moins prévisible. J'ai encore plein de questions à vous poser, mais je vois qu'on est en train de dépasser notre temps imparti. Donc, la prochaine émission, dans 15 jours, on reviendra sur d'autres sujets de court terme, long terme, comment on enjambe les périodes compliquées, comment le private equity peut justement nous aider avec cette absence de volatilité durant la période d'investissement. Je vous remercie beaucoup d'être venu nous voir, d'avoir été parmi nous et pour cet éclairage de très haute qualité. Merci beaucoup. Merci Sébastien, Bernard. À très vite, portez-vous bien, faites attention. Au revoir. Et c'est maintenant au tour de Maël Toledano qui va nous parler de l'offre immobilière de la compagnie d'assurance Wellins. Bonsoir Maël. Bonsoir Bernard. Tout à fait, moi je vais vous parler un peu d'immobilier détenu au sein d'une enveloppe luxembourgeoise d'assurance. Alors, en préambule, je pense qu'il est toujours intéressant de rappeler l'éligibilité des sous-jacents au Luxembourg. Alors, notre régulateur, c'est le commissariat aux assurances, et c'est lui qui va définir, selon une circulaire, la circulaire 15.3, ce que l'on peut mettre ou non dans son contrat. Et ce que l'on peut mettre ou non dans son contrat, ça va dépendre de la typologie d'investisseurs. Donc, au Luxembourg, il y a différents types d'investisseurs. Ceux qui ont accès à ce type de sous-jacent immobilier, ce sont ce qu'on appelle les investisseurs de type C et les investisseurs de type D. Alors, pour rappel, un investisseur de type C, c'est un investisseur qui va mettre au minimum 250 000 € dans son contrat et qui a un patrimoine mobilier supérieur à 1 250 000. Et un investisseur de type D, c'est 1 million d'euros dans le contrat et 2,5 millions de patrimoine mobilier. Vous verrez que c'est assez important parce qu'en fonction du type de sous-jacent, finalement, on n'a pas accès à toutes les possibilités qu'offre l'immobilier. Alors, il y a plein de sous-jacents qui existent au Luxembourg. Je vais vous parler de noms. Alors, juste que je vous interromps. Ouais. Les investisseurs qui ne sont pas de catégorie C ou D n'ont pas le droit d'avoir des sous-jacents immobiliers dans leur contrat, c'est ça? Tout à fait, parce qu'en fait, l'immobilier, c'est ce que je vais vous expliquer, il est structuré via des véhicules qui sont sophistiqués. Et donc, ces véhicules dits sophistiqués, on ne donne pas accès entre guillemets, à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus risqués, ils sont dits plus risqués de par leur structure. Et du coup, le client qui a un patrimoine un peu inférieur, c'est prendre un grand risque pour lui. D'accord. Du coup, vous allez voir, pour moi, ça fait du sens. Okay. Je dirais que pour faire plaisir à Marc Toiti, contrairement au Bitcoin, les fonds dont je vais vous parler, ils sont enregistrés et ils sont audités par le régulateur luxembourgeois. Donc, c'est la commissariat aux assurances pour les assurances et la CSSF pour tout ce qui est marché financier. Donc, le régulateur luxembourgeois, il ne nous permet pas d'investir dans du Bitcoin car il est trop spéculatif et il n'est pas du tout régulé. Pour ce qui concerne l'immobilier, différents types de fonds. Donc, vous avez les fonds à la mode ces dernières années, c'est ce qu'on appelle les RAIF. Donc, clairement, ce sont des fonds d'investissement alternatifs réservés. Moi, je vais vous parler ce soir plutôt des CIF, les CIF ou FIS, fonds d'investissement spécialisés. On est également énormément sollicité cette année par des fonds de private equity ou des promoteurs immobiliers qui font appel à l'épargne privée. Alors, il y a une tranche qui est financée par les banques et une tranche qui est financée par l'épargne privée. Donc, ça fait un peu le lien avec ce dont on parle dans votre émission ces dernières semaines. Et donc, ils font appel à l'offre privée et ça, on peut mettre les obligations privées dans les contrats d'assurance vie. Et plus classiquement, mais là, je laisserai les spécialistes comme Sébastien Cosson développer les FPCR ou les FPCI qui investissent beaucoup ces dernières années dans l'immobilier. Donc, ce qu'on peut déjà remarquer rapidement, c'est que je ne vous parlerai pas des SCPI ni d'OPCI dans nos contrats. Pourquoi? Parce que pour des raisons de traitement fiscal, il y a une vraie différence de traitement fiscal avec les enveloppes d'assurance vie françaises. Du coup, il y a peu d'assureurs. Les SCPI, personne ne les prend. Les OPCI, quelques assureurs les prennent. Nous, on a décidé de ne pas les prendre parce que c'est pénalisant pour les souscripteurs. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a une fiscalité qui s'applique dans un contrat luxembourgeois qui ne s'appliquerait pas dans un contrat français, puisque l'établissement qui détient le sous-jacent est français. Alors que nous sommes étrangers. Donc, par exemple, une SCPI, c'est une société.
à chaque fois qu'il y a une distribution, va être soumis à une fiscalité de 30%, ce qui n'est pas le cas pour un investisseur français, un assureur français. Donc, on ne le met pas. Donc, c'est vrai que, bon, finalement, ce n'est pas une mauvaise chose parce qu'on a décidé d'aller sur des sous-jacents qui sont un peu plus sophistiqués et ce n'est pas juste de la sophistication, il y a également beaucoup d'avantages. Donc, comme on est en retard, j'avance rapidement. Le plus utilisé, donc celui que moi je préfère, c'est le CIF, c'est le fonds d'investissement spécialisé. C'est un fonds qui permet d'investir à partir de 125 000 euros. Donc la part minimale est de 125 000 euros. C'est un fonds qui est régulé, qui est audité. Et ça, c'est déjà très rassurant. On ne fait pas n'importe quoi. Donc ces fonds spécialisés, ils ont des obligations de publication qui sont moins strictes que des fonds grand public. Et ils profitent d'une réglementation plus souple de leur activité. Donc ça, c'est déjà un point important. C'est plus souple, on peut aller sur différents types de sous-jacents. Je vais vous parler de 2 fonds ce soir. Je vais vous parler de 2 fonds de CIF. Donc ceux qu'on commercialise le plus, hein, clairement, c'est Venture Real Estate Fund et le fonds KISS Sélection. Donc ce sont 2 promoteurs luxembourgeois qui ont, pour KISS notamment, qui ont ouvert une succursale en France. Donc ces 2 fonds, ils sont assez complémentaires, mais ils sont assez différents. Le fonds Venture, par exemple, c'est un fonds… alors déjà, je précise que moi, je travaille en architecture ouverte, donc je parle de ces 2 fonds parce que je trouve qu'ils sont assez intéressants. Le fonds Venture, par exemple, c'est un fonds qui est plus patrimonial dans son approche, donc avec un rendement recherché de 6% minimum par an et un rendement maximum de 6,5%. Ça, c'est vraiment leur objectif et ils s'y tiennent depuis leur création il y a 5 ans. Alors que le fonds KISS, c'est un fonds plus spéculatif qui, lui, pour le coup, va aller chercher plus de rendement. Donc le fonds KISS, il a très bien fonctionné. Il achète des immeubles, il restructure à la découpe et retraite l'immeuble et il le revend à la découpe. Donc c'est un fonds qui a été extrêmement performant ces dernières années. Alors il a un peu plus souffert en 2020 compte tenu de la crise. Quand le fonds Venture, c'est un fonds qui va moins chercher des rendements plus élevés, mais qui cherche une rentabilité plus dans la durée. Pourquoi je vous parle de ces fonds? Parce que nous, étant assureurs luxembourgeois, nous n'avons généralement pas de fonds euros. Et donc les clients en 2020, qu'est-ce qu'ils ont recherché? Ils ont voulu chercher de la sécurité. Et la sécurité, généralement, en matière d'assurance, c'est du tangible. Et donc l'immobilier, ça collait bien à leurs attentes. Et donc, c'est vrai qu'ils se sont naturellement dirigés vers l'immobilier. Pour vous donner en termes une idée, nous, l'année 2020, ça a été une année extraordinaire en termes de collecte, et notamment sur ces sous-jacents. J'ai fait le point avec nos équipes. On a dû référencer en moyenne 4 fonds par semaine durant l'année. 4 fonds par semaine, ça vous donne une idée du nombre de demandes. Alors, l'objectif était toujours le même. Les clients recherchent du rendement, de la sécurité. Alors, les fonds ne sont pas garantis comme les fonds euros, mais le rendement, quand même, le ratio risque-rentabilité est quand même beaucoup plus élevé. Et ce qui faisait énormément peur, c'est la loi Sapin 2 avec les fonds euros. Les fonds immobiliers ne sont pas concernés. Voilà, j'ai une question à vous poser sur le fonds KISS Sélection. Comme il a beaucoup souffert, particulièrement avec du blocage des travaux, des ventes, du crédit court terme plus onéreux, tout ça, comme ça se résorbe petit à petit, l'année 2021 devrait être une bonne année pour lui. Ça devrait être une bonne année, tout à fait. Tout à fait. Donc, il a fait une très bonne année 2017, 2018, 2019. 2020, ça a été plus compliqué. 2021 devrait être une très bonne année. Ils vont récupérer la performance qu'ils n'ont pas eue en 2020. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est ils sont très bien tous les deux, ces fonds, mais c'est 2 objectifs différents. Il y en a un qui est plus défensif, alors que l'autre est plus spéculatif, plus dynamique, on va chercher plus de rendement. C'est pour ça qu'ils sont assez complémentaires. D'accord. Et sur ces fonds, il y a des conditions à l'entrée, à la sortie, il y a une forme d'illiquidité à gérer, ou c'est des fonds où on achète et on vend aussi librement que n'importe quel fonds action? Non, c'est tout à fait ça. Ce sont des fonds donc sophistiqués. Et qui dit fonds sophistiqués dit difficulté. Enfin, c'est plus difficile, ils sont moins liquides. Et notamment, ce sont des fonds immobiliers. Et c'est vrai qu'en général, l'immobilier, un fonds liquide, un CIF qui est liquide, c'est louche, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, il vaut mieux un fonds. C'est plus rassurant d'avoir des fonds avec une liquidité réduite. Alors, ils assurent néanmoins une liquidité au moins trimestrielle, pour lesquelles il peut y avoir des pénalités. Par exemple, le fonds Venture, vous avez des pénalités qui sont dégressives jusqu'à 5 ans. Si vous prévenez à l'avance, 10 mois à l'avance, vous n'avez pas de pénalité. Donc, quel est l'objectif? Clairement, c'est qu'ils distribuent un coupon ou un dividende de 6 à 6,5 par an. Et l'objectif, c'est les clients qui cherchent à avoir un complément de retraite ou de revenu. Ils préviennent en début d'année qu'ils toucheront leur dividende, ils le sortiront en fin d'année. Et donc, ils ne sont pas soumis aux pénalités. Et ça permet ça, c'est pour une sortie partielle, donc qui concerne le revenu, pas pour une sortie du capital. Une sortie totale. Vous pouvez prévenir 10 mois à l'avance. L'objectif, c'est de récupérer ces dividendes. Mais si vous prévenez 10 mois à l'avance, vous n'avez pas de pénalité. D'accord. Donc, ils essayent d'assurer une certaine
une certaine liquidité. En conclusion, je dirais que ces fonds ne sont pas soumis à l'IFI ou très peu. Ce sont des investissements financiers, donc avec certes des sous-jacents immobiliers, mais la structuration qui a été retenue, elle leur permet d'échapper à l'IFI. Donc ça également, ça répond à une certaine demande. Et au final, l'immobilier dans les contrats, c'est une belle alternative aux placements plus risqués. S'ils sont rentables, ils permettent souvent de ne pas être fiscalisés pendant la durée de détention, puisqu'on est toujours dans une enveloppe d'assurance. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour cet éclairage. C'était un petit peu dense, quelquefois un petit peu technique. Je pense que dans les émissions à venir, on y reviendra un peu et pourquoi pas faire intervenir les gérants de ces fonds qui viennent eux-mêmes nous expliquer leurs fonds, leur point de vue et puis voir si le gérant est aussi confiant que vous, que moi, que nous sur cette année 2021. Merci beaucoup Maël et je vous dis à dans 15 jours. C'est maintenant au tour de Grégoire Linder de Riser. Et bonsoir Grégoire. Bonsoir à tous. Voilà, et on inaugure un petit peu ce soir, on va être plus dans le réel et parler d'un projet en particulier. Donc, vous êtes venu, si j'ose dire, avec un projet dans votre mallette et je vais vous le faire découvrir. Un cas concret pour ce soir. On a beaucoup parlé de ce qu'on réalisait comme opération dans les précédentes émissions. Là, je viens avec un dossier très concret, une opération de marchand de biens qui a lieu dans le cœur de Paris, 2e arrondissement, rue du Nil. Alors, ceux qui ne connaissent pas la rue du Nil, c'est une petite rue piétonne très mignonne qui se situe entre la rue Montorgueil, le quartier Sentier et les grands boulevards Bonne Nouvelle. Donc on est dans un endroit qui est très prisé et là notre marchand de biens qui est quelqu'un d'expérimenté, il réalise ça depuis une dizaine d'années, d'acheter des immeubles dans Paris. Il achète en bloc cet immeuble qui aujourd'hui est composé de 8 appartements et 2 commerces en pied d'immeuble, 2 commerces de bouche, un fromager, un poissonnier. Il achète en bloc, il fait quelques travaux, on va dire, de rénovation, d'amélioration, une cage d'escalier, il remet propre des façades, etc. Et ensuite, il revend à la découpe. Donc, on va dire que c'est des opérations où il y a pas de gros travaux, lourds qui nécessitent des permis de construire ou des déclarations préalables. C'est vraiment une opération type marchand de biens. Il achète en bloc, il fait des travaux d'embellissement légers et il revend à la découpe. C'est une opération qui, aujourd'hui, le foncier est acheté à peu près 2 700 000 euros. Il y a 200 000 euros de travaux supplémentaires et le projet, c'est de vendre ça environ 3 700 000 euros et de dégager une belle marge sur cette opération-là. Ce financement, donc on est sur un coût de revient de l'ordre de 3 200 000 euros. On a une banque qui intervient dans le tour de table qui finance majoritairement l'opération puisqu'elle prête 2,5 millions d'euros à l'opérateur, mais elle lui demande d'apporter 25-26% d'apport sur l'opération. Et nous, c'est là où on intervient en complément pour remplacer une quote-part de cet apport. On fait de la dette mezzanine sur cette opération-là à hauteur de 650 000 euros. Et du coup, cette opération qu'on propose à nos investisseurs, donc c'est 650 000 euros qui sont émis sur notre plateforme Raisers.com. Ce prêt est rémunéré à hauteur de 9% par an et on est sur une durée de 30 mois. Donc, il sera très probable que l'opération se déroule plus rapidement que les 30 mois. Mais voilà, on est dans le cadre d'une opération où le marchand voudra vendre au meilleur prix, quitte à chercher un bon acquéreur au bon prix plutôt que vouloir vendre vite et à des prix décotés. Voilà donc l'opération en quelques mots. Tout le monde peut investir à partir de 1 000 euros sur ce type d'opération. Voilà, je fais un petit ajout. Alors, si vous avez, Bernard, des questions sur ce dossier-là, j'en profite aussi pour évoquer le code parrainage qu'on a mis en place avec la French Radio sur le mois de janvier 2021 pour les auditeurs de notre émission. Tous ceux qui souhaitent souscrire pour une première fois, eh bien, vous êtes tous invités à vous inscrire sur Raisers.com et renseigner en code parrain French Radio 21, ce qui vous permet d'avoir 100 € offerts pour votre premier investissement sur la plateforme. Donc, le dossier rue du Nil, Paris, par groupe Weiss ou une autre opération, évidemment. C'est le code parrain mis en place avec la French Radio. Donc, French Radio 21, c'est ça ?
C'est ça. Bon, on prendra tous ces détails, on les mettra sur le site afin que les gens puissent le faire. Ça veut dire que vous offrez 100 euros à quelqu'un qui investit au moins 1000 euros. Au moins 1000 euros. D'accord, donc ça peut être jusqu'à 10% d'investissement. C'est pas mal, c'est une belle année de rentabilité, ça. Ah oui, effectivement, parce que ça vient en plus des 9% de rendement proposés par l'opération. Oui. Voilà. Eh bien, écoutez, mille merci pour cet éclairage. On se revoit dans 15 jours avec une nouvelle opération que vous nous présenterez et que vous nous détaillerez. Et moi, je veux juste faire un petit rajout. Donc, si vous êtes un investisseur français résidant en France, ces 9% vont être soumis à la flat tax de 30%, c'est ça? C'est ça. Voilà. Par contre, si vous êtes un résident au Portugal avec le statut RNH, alors là, vous n'aurez pas d'impôt à payer. C'est la magie de ce statut. Vous ne serez imposé ni en France, ni au Portugal. Donc, le brut deviendra du net. Et ça, c'est quand même un peu la belle vie. Merci beaucoup, Édouard. Je vous dis à dans 15 jours. À très vite pour une nouvelle opération. Bonsoir, prenez soin de vous, faites attention. Au revoir, Édouard. C'est maintenant au tour de Bruno Zaraya qui est venu nous présenter la valeur du jour, ou plutôt la valeur du soir. Bonsoir, Bruno. Bonsoir, Bernard. Comment ça va? Très bien, et vous? Bonne année, bonne heureuse année à tous les auditrices et auditeurs. Bon, à vous aussi, passez très bonne année. Ça s'est bien passé? Un petit réveillon suivant les règles en petit comité qui s'est terminé plutôt tôt? Écoutez, avec ma grand-mère en EHPAD, à 18h30, c'était fini. Donc vraiment, à deux et très tôt. Voilà, c'est bien. Écoutez, oui. si vous voyez votre grand-mère, vous l'embrassez pour nous, vous l'embrassez de la part de la French Radio. Alors, la valeur du jour, Saint-Gobain. Oui. Alors, Saint-Gobain, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça vous inspire? Écoutez, Saint-Gobain, c'est un symbole de beaucoup de choses pour 2020 et 2021. C'est une valeur dont on avait parlé déjà, je pense à vos auditrices et vos auditeurs, je crois en mars ou en avril dernier, donc au plus fort de la crise. Elle a beaucoup monté depuis cette période d'ailleurs. Elle a repris plus de 120 ou 130% de cette période. Et c'était un symbole de la crise parce que finalement, lorsque vous fermez les économies, lorsque vous êtes en pleine crise dite financière ou autre, les valeurs industrielles, notamment des Saint-Gobain dans la construction, sont très, très impactées. La bonne surprise, et c'est un petit peu ce qu'on expliquait l'année dernière, c'est qu'avec les plans de relance et les plans de soutien, ces valeurs-là allaient être en première ligne pour profiter d'une croissance à venir et en tout cas d'un maintien de l'activité. Or, on se rend compte que Saint-Gobain a finalement très très bien résisté, puisque quand on regarde sur toute l'année 2020, elle finit en forte hausse, alors qu'elle était quasiment à moins 40, moins 50 au mois de mars. Et ce qui est très intéressant sur Saint-Gobain, c'est qu'ils ont communiqué la semaine dernière en amont de leurs résultats, qui seront, je crois, communiqués au mois de février, en expliquant que le chiffre d'affaires 2020 a été largement supérieur au chiffre d'affaires 2019. Et ça, c'est une vraie surprise, parce qu'en phase de crise ou autre, on n'a pas une hausse du chiffre d'affaires. Et encore plus surprenant, les marges ont atteint les niveaux exceptionnels d'il y a 6-7 ans, ce qui est des marges très élevées. Donc d'un côté, la croissance du chiffre d'affaires a augmenté, et d'un autre côté, les marges de l'entreprise ont augmenté aussi. D'accord. Et donc, j'ai un peu regardé la valeur. Elle a fait quand même un beau parcours sur ces 10-15 derniers jours avec une publication, je crois, c'est ça? Alors, ils ont communiqué en amont de leur publication, puisque les publications des résultats 2020 seront officielles, je crois, courant du mois de février. En revanche, en amont de ces résultats, ils ont expliqué à leurs actionnaires et à leurs non-actionnaires d'ailleurs que leur chiffre d'affaires était en croissance pour 2020, ce qui est assez incroyable. À titre de comparaison, un LVMH doit perdre entre 15 et 20% de chiffre d'affaires. Donc, ça vous montre qu'il y en a qui ont retrouvé leur chiffre d'affaires, voire au-delà de leur chiffre d'affaires, et d'autres qui n'ont pas encore leur chiffre d'affaires, et puis que leurs marges sont plus élevées. Ça veut dire que dans une phase de crise, ils ont réussi à croître leur chiffre d'affaires et à maintenir, voire à élever leur niveau de marge. Et donc ça, je pense que c'est de très bon augure, évidemment. Et je crois que ça devrait continuer parce qu'on se rend compte que courant 2021, les plans de soutien, enfin les plans de relance vont s'accélérer. Je rappelle que le plan européen a été voté, mais n'est pas encore développé au niveau des pays européens. Ce sera le cas courant 2021. Et des valeurs comme Saint-Gobain, industriel, construction, en profiteront parce que lorsque vous voulez aider une économie, vous allez l'aider par les valeurs qui sont le plus consommatrices d'emplois et d'éléments importants pour l'économie. Et Saint-Gobain en fait partie. D'accord. Alors, moi, il y a toujours quelque chose
une question que je me pose en bourse, ceux qui vous ont écouté ou qui vous ont suivi, même si ce n'était pas un conseil d'achat, mais qui, on va dire, intéressés par la manière dont vous décriez la valeur au mois d'avril ou début mai, je ne me rappelle plus quand vous êtes venus, et qui l'ont acheté, ils ont fait aujourd'hui, allez, ceux qui ont acheté le plus tard, 70%, ceux qui ont acheté le plus tôt, 105 ou 110%. Cela, à votre avis, avec toutes ces bonnes nouvelles, ils doivent la vendre, continuer à la garder, la porter c'est intéressant de vendre quand on a gagné autant. Oui, moi je crois que là, c'est même pas le gérant qui parle, c'est, je dirais, en bon père de famille, vous avez fait 100-120% sur une entreprise. Moi, je crois qu'aujourd'hui, Saint-Gobain d'être à 42-43 euros, pour nous, ça n'est pas le prix de vente, puisque notre travail chez Ginger, c'est donner un prix aujourd'hui pour demain. Donc notre prix de demain, il n'est pas à 42 euros. Maintenant, je mets la place d'une personne qui a investi il y a 8 mois et qui a fait 150, enfin 120 ou 130% en 8 mois ou même 70%, moi je pense qu'à un moment donné, c'est bien de profiter de ces plus-values, de désinvestir sur des véhicules qui sont encore plus impactés comme une financière. On parlait de BNP et Société Générale il n'y a encore pas très longtemps. Voilà, il y a des décotes qui sont plus importantes. Néanmoins, je crois que Saint-Gobain va connaître un parcours boursier assez intéressant en 2021 parce que sera en première ligne pour bénéficier toujours des plans de soutien et des plans de relance. Et puis, on est sur des secteurs où la croissance reste très forte. Et à partir du moment où ils ont réussi à maintenir leurs marges à des niveaux élevés, parce qu'il y a beau de faire du chiffre d'affaires, si vous dégradez vos marges, ce n'est pas génial. Ils ont réussi à maintenir des marges élevées tout en se désendettant. Vous avez peut-être vu qu'en Allemagne, qu'en Angleterre, ils ont vendu en France, avec la paire, ils ont vendu leur réseau de distribution qui était coûteux et consommateur pour eux de cash. Donc, ils ont réussi à se désendetter, aller vers des secteurs qui étaient plus margés pour eux en augmentant leur chiffre d'affaires. C'est signe de très bonne santé pour une entreprise qui est très, très bien gérée depuis de nombreuses années. C'est une valeur quand même, vous avez raison de souligner le fait qu'elle a eu un très beau rattrapage depuis le mois de mai, mais enfin, sur 10 ans, c'est une valeur qui fait quasiment rien, alors que sur 10 ans, elle a fait beaucoup de bénéfices et elle a vu ses éléments croître très fortement. Donc, certes, par rapport au plus bas de 2020, le parcours est magnifique. Quand vous regardez sur 10 ans, on reste sur une entreprise qui est encore vraiment décotée par rapport à ses actifs. J'ai regardé un petit peu quand Euraseo est rentré, je crois que c'était plutôt il y a une quinzaine d'années, elle était à 80 euros ou 78 euros, quelque chose comme ça. Exactement. Tout à fait. Et alors, si c'est pas une donnée confidentielle, si c'est une donnée confidentielle, vous ne le direz pas et personne ne vous en voudra. Vous dites que votre métier, c'est de donner un prix pour demain à ce que vous achetez aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Saint-Gobain est à 43-44 euros et demain, vous pensez que ce sera à combien ? Écoutez, c'est difficile de répondre exactement parce qu'en effet, c'est des données qui ne sont pas confidentielles, mais qui pourraient passer pour un conseil d'achat, ce que je ne vais pas faire. En revanche, ce que je peux vous dire, peut-être une façon de répondre, c'est que la dernière fois que Saint-Gobain avait ses niveaux de chiffre d'affaires avec ses niveaux de marge, on était sur un cours de bourse qui est autour de 50-52 euros. Donc, je pense que il y aurait rien de choquant à retrouver un cours de bourse que l'on avait lorsque le chiffre d'affaires était à ce niveau-là, avec des marges à ce niveau-là, avec pourtant à l'époque un endettement qui était plus élevé, ce qui est moins le cas aujourd'hui. Donc, on a vraiment une entreprise qui est très, très saine, qui est extrêmement intéressante. Alors, ce n'est pas technologique comme parfois les modes ou autres, mais c'est une entreprise qui est extrêmement importante pour l'économie d'un pays. C'est la construction, c'est les vitres, c'est le bois, enfin, c'est beaucoup de choses. Et je pense que c'est un secteur qui va continuer à croître dans les prochains mois. Voilà. Très bien, Bruno. Bruno, je vous dis à 15 jours pour une autre valeur du soir. Avec grand plaisir. Passez une bonne soirée. Prenez soin de vous. Merci à vous aussi. Au revoir, Bruno. Merci, au revoir. Il est maintenant temps de clôturer cette émission et de rendre l'antenne. On a 4 minutes de retard. C'est ce qui prouve notre dynamisme pour cette première émission de l'année. Désolé. Oui, personne ne vous en voudra, Bernard. Voilà, c'est bien ce qu'on se disait. En tout cas, merci à tous. Merci Jean-Guillaume d'avoir été avec nous. À très vite. On se revoit dans 15 jours avec d'autres invités et d'autres chroniques aussi passionnantes. Au revoir à tous. À très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir. La French Radio. Portugal.